C'est parti. Donc, ce soir, le machine learning en ingénierie. Et on va tout de suite commencer juste par une petite présentation. Voilà, qui suis-je? Eh bien, je m'appelle Guillaume Saint-Cirgue, je suis ingénieur en machine learning à Londres et je travaille dans le milieu aérospatial. Je travaille avec des clients comme Airbus, Rolls-Royce, Boeing et je fais du machine learning depuis, dans un cadre professionnel, depuis 2016, l'année où j'ai été diplômé de l'ENSEM. C'est une école qui est située à Besançon, une école d'ingénieurs généralistes dans laquelle on étudie beaucoup de mécatronique. On fait beaucoup de mécatronique, beaucoup de mécanique, un peu d'électronique. Et moi, j'ai eu la chance dans cette école de suivre un parcours assez informatique. Voilà, j'avais étudié le C++, mais rien de très machine learning à l'époque. Ça, je l'avais découvert de mon côté durant mes études, parce que c'était un domaine qui me fascinait, qui m'intéressait beaucoup. Donc, je me suis formé durant toutes ces années d'études, entre 2012 et 2016, au machine learning et à la data science. Et aujourd'hui, bien depuis bientôt 2 ans, j'ai fondé un site internet et une chaîne YouTube, Machine Learnia, pour partager ma passion et mes connaissances, ainsi que mes expériences professionnelles. Donc ça, c'est ma petite présentation. Donc vous pouvez la retrouver ici, heu, sur le lien que voici. Donc, maintenant que les présentations sont faites, qu'est-ce que le machine learning? Alors surtout, n'hésitez pas à envoyer des messages dans le chat, hein, moi ça m'intéresse. Je vais lire vos messages quand même au fur et à mesure, même si on prendra les questions avant la démo. Bah, ça m'intéresse je vais quand même lire un petit peu vos messages pour interagir en même temps que je fais la présentation. Et déjà, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que euh, vous êtes déjà familier avec l'univers du machine learning? Est-ce que vous comprenez ce que c'est? Est-ce que vous savez comment ça fonctionne? Ça m'intéresse. N'hésitez pas à l'écrire dans le chat. Je verrai vos messages. En attendant que vous m'écriviez quelque chose, si vous le voulez, hein, vous n'êtes pas obligé, bien, je vais vous présenter ce qu'est le machine learning, quelle est sa définition et comment cela fonctionne. Alors, comme vous le voyez, le machine learning, c'est un des domaines de l'intelligence artificielle qui consiste à laisser la machine apprendre elle-même comment effectuer certaines tâches. Alors, ça peut être tout plein de tâches différentes, comme vous le voyez à l'écran, conduire une voiture. Voilà, on le retrouve dans les voitures autonomes aujourd'hui. Entretenir une conversation, c'est ce genre de technologie qu'on retrouve dans les outils Alexa ou bien OK Google. Mais ça permet également de classer des images, de recommander des produits quand vous êtes sur Netflix, sur Amazon, sur YouTube. Voilà, on vous recommande des vidéos, des produits, des films, des séries que vous êtes susceptible ou carrément le plus susceptible de visionner ou bien d'acheter. Et tout ça, eh bien, on arrive à le faire grâce à du machine learning. Bref, il y a énormément d'applications aujourd'hui dans le machine learning. Alors, avant d'aller plus loin dans comment ça fonctionne, déjà, j'aimerais vous parler un petit peu plus de sa place dans le monde de l'intelligence artificielle. En fait, à la base, le terme déjà d'intelligence artificielle, c'est un terme qui était inventé par un groupe d'études, un groupe de recherche qui était dirigé par John McCarthy. C'était dans les années 50, heu, pour essayer de bien définir ce qu'était l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, eh bien, on continue de dire que l'intelligence artificielle, c'est en fait, d'une manière générale, l'ensemble des techniques, que ce soit des techniques, des technologies, des sciences, des arts. C'est l'ensemble des techniques qui permettent, à une machine, à un programme, d'effectuer une tâche qui, en principe, requiert une forme d'intelligence humaine ou animale. Voilà. Donc, comme ce qu'on a à l'écran, conduire une voiture, entretenir une conversation, voilà, tout ce genre d'application, eh bien, ça nécessite en principe une certaine forme d'intelligence. Et parmi toutes ces techniques qu'on retrouve dans cette bulle qu'est l'intelligence artificielle, eh bien, il en existe une qui fonctionne extrêmement bien et qui s'appelle le machine learning. Et elle consiste, comme vous le voyez, à laisser la machine apprendre elle-même comment conduire une voiture, comment entretenir une conversation. C'est-à-dire que, au lieu que l'on écrive nous-mêmes des règles dans un programme informatique pour dire, bien, quand tu vois un piéton sur la route, donc déjà il faut pouvoir le détecter, etc. Eh bien, alors freine.
Au lieu qu'on fasse tout ça, eh bien, on laisse la machine apprendre elle-même à, à à effectuer ce genre de tâches. Et c'est un domaine, c'est une technique, le machine learning, qui fonctionne extrêmement bien et je vous présenterai pourquoi dans la deuxième partie de cette conférence. Mais maintenant, vous allez peut-être me dire avant tout ça, comment ça fonctionne? Comment est-ce qu'en effet une machine peut apprendre elle-même à conduire une voiture, entretenir une conversation ou bien classer des images? Eh bien, il existe en fait 3 grandes techniques d'apprentissage qu'on utilise aujourd'hui en machine learning et ces techniques, vous les voyez sur la droite. Il s'agit de l'apprentissage supervisé, de l'apprentissage non supervisé et de l'apprentissage par renforcement. Je vous propose tout de suite de voir la première technique, donc l'apprentissage supervisé. Alors cette technique, elle consiste à fournir à la machine des données étiquetées, en général étiquetées d'une variable y, et caractérisées par des variables x. Alors, je vous donne tout de suite un exemple. Des données, ça peut être des exemples d'appartements en région parisienne, voilà, ou dans n'importe quelle ville de France. Vous avez des exemples, des observations, comme on appelle très souvent ça en physique ou en statistique, des observations que vous pouvez caractériser par des variables. Par exemple, la surface d'un appartement, ça va constituer une variable qui permet de caractériser l'appartement, mais également sa qualité, son adresse, le nombre de pièces. Tout ça, ce sont des caractéristiques. Et en général, eh bien, on aime bien faire ressortir une de ces caractéristiques pour dire ça, c'est la caractéristique principale, celle qui nous intéresse le plus. Et celle-ci, on l'appelle la variable Y, l'étiquette. C'est la réponse qui nous intéresse. Et en général, ça peut être, par exemple, le prix d'un appartement. Donc, nous avons un jeu de données, comme on appelle ça en anglais un dataset, dans lequel nous avons des données X, Y. Et ce que la machine cherche à faire, c'est de développer un modèle de telle sorte à rentrer du mieux possible dans notre nuage de points X, Y. Pour ça, en fait, elle cherche les paramètres du modèle. Donc, le modèle, ça peut très bien être une fonction mathématique, c'est ce qu'on utilise le plus souvent, hein, une fonction mathématique. Donc, une fonction paramétrée, par exemple avec un paramètre A et B, qui nous donne une fonction f de x égale ax plus b, c'est une fonction affine très simple. Et la machine cherche donc le A et le B, qui minimise l'erreur par rapport à nos données. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est un graphique dans lequel nos points blancs pourraient être des prix des appartements, qui sont caractérisés, par exemple, sur un axe X, donc sur une variable, par exemple, la surface, et sur un axe Y, qui pourrait être le prix de l'appartement. Donc, là, vous avez la répartition de vos observations dans un espace XY, un espace en 2D. Et ce que la machine cherchera à faire, c'est à rentrer du mieux possible un modèle au milieu de ce nuage de points. Voilà. Donc, l'apprentissage supervisé, en fin de compte, ça ressemble de très près à de l'apprentissage statistique, ni plus ni moins. Alors, en utilisant ce genre de technique, l'apprentissage supervisé, on peut résoudre deux grands problèmes en machine learning, les régressions et les classifications. Les régressions, c'est lorsque y est une variable continue, c'est-à-dire que ça représente une quantité dans laquelle il existe un nombre infini de valeurs. Voilà, c'est la définition d'une variable continue. Alors, on avait vu un exemple juste tout à l'heure, le prix d'un appartement, c'est une variable continue. Le prédire également une température, étudier le réchauffement climatique ou prédire la température d'un four industriel, ce genre de choses, ça peut être également des problèmes de régression. Prédire le temps de trajet d'un taxi, voilà, tout ce genre de choses sont des problèmes de régression. Et lorsqu'on fait face à ce genre de problème, eh bien, en machine learning, on a différents algorithmes, différents modèles qu'on peut utiliser. Par exemple, la régression linéaire, ça, tout le monde connaît, tout le monde comprend ce que c'est. Mais il existe des variantes de cette régression linéaire qui sont un petit peu plus performantes en général, à savoir les régressions de Lasso ou de Ridge. Il existe encore d'autres types de modèles, mais pour cette présentation, si vous cherchez à vous initier au machine learning après cette présentation, ben, je vous conseille de retenir ces trois choses pour commencer. Donc, voici les problèmes de régression. On verra d'autres applications un peu plus tard, et puis je pourrai répondre à vos questions.
Mais il y a aussi des problèmes de classification et ces problèmes sont ceux qui concernent les variables discrètes. Donc Y est une qualité, ce n'est plus une quantité, mais c'est une qualité. Par exemple, est-ce qu'un email est un spam ou non? C'est une qualité. En l'occurrence, là, on parle de classification binaire. Oui ou non, c'est un spam ou ce n'est pas un spam. De la même manière, pour l'exemple suivant, prédire si une tumeur est maligne ou bénigne, ben, c'est la même chose. Identifier un objet sur une image, identifier un mot compris dans un signal sonore, tout ça sont des problèmes de classification. Et comme vous le voyez sur le graphique du dessous, là, cette fois-ci, Y, on ne le représente pas sur l'axe des ordonnées, l'axe vertical, mais on va le représenter très souvent par des couleurs. Voilà. Pour reprendre par exemple l'exemple du spam, quand un email n'est pas un spam, Y est égal à 0, donc on colorie nos points en orange. Quand Y est un spam, alors quand le mail est un spam, alors Y est égal à 1. On colorie nos points en rouge, ou une sorte de rouge. Et X1, X2 peuvent représenter des variables qui caractérisent votre email. Par exemple, le nombre de mots pour X1 et le nombre de liens dans l'email. Voilà, ce sont des exemples. Et ce qu'on fait à ce moment-là, c'est que la machine, cette fois-ci, vous voyez, elle essaye de séparer du mieux possible, retenez bien ce terme, elle essaye de séparer vos deux classes, puisque c'est un problème de classification, la classe Y égale 0 et Y égale 1, avec ce trait bleu que vous voyez ici, qu'on appelle dans le jargon des data scientists ou le jargon des statisticiens, une frontière de décision. Voilà, alors vous m'excusez, je n'ai pas noté tout ça sur la présentation, parce que sinon ça fait beaucoup de choses et ça surcharge un peu le tout, mais voilà, je le dis, c'est une frontière de décision. Je vois qu'il y a beaucoup de messages dans le chat. Je vois qu'on parle des mocks de Coursera qui sont très bons. Je vois un certain nombre de choses intéressantes. On en parlera un petit peu plus tard, ne vous en faites pas. Donc voilà pour l'apprentissage supervisé. Alors, un petit coup d'œil à l'heure. OK, très bien. Ça fait 15 minutes. Donc, maintenant, je vais vous présenter une autre technique d'apprentissage extrêmement utile pour créer des programmes qui permettent de conduire des voitures, d'entretenir des conversations, de classer des images, etc. C'est l'apprentissage non supervisé. Alors, cette technique d'apprentissage, elle est totalement différente de la première. Cette fois-ci, nous n'avons pas de données X, Y, nous avons seulement des données X. Si vous préférez, c'est-à-dire que nous ne contraignons pas la machine à apprendre une relation associant un ensemble de variables X à une variable Y, mais cette fois-ci, nous fournissons uniquement à la machine des caractéristiques données donc par des variables X, et la machine a pour tâche d'analyser la structure des données, donc la structure qu'elle va voir dans les différentes variables x1, x2, x3. Donc ça peut être des densités, des patterns, des fréquences, tout un tas de choses. Et elle se construit alors une représentation des observations, c'est-à-dire une représentation du monde qu'on lui fournit à observer, pour ensuite réaliser certaines tâches. Et les 3 grandes tâches qu'on arrive à faire, grâce à l'apprentissage non supervisé, c'est les 3 tâches que vous voyez sur la droite, qui sont le clustering, la détection d'anomalies et la réduction de dimensions. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec la première de ces tâches, le clustering. Comme ça, vous allez mieux comprendre à quoi peut vous servir l'apprentissage non supervisé et quelles sont les différentes tâches. Donc, le clustering, qu'on appelle aussi tout simplement en français classification non supervisée, eh bien, ça consiste à prendre le graphique que vous voyez là et de dire à la machine, OK, cette fois-ci, on n'a pas de classe y égale 0, y égale 1. Cependant, euh, est-ce que tu ne serais pas capable, grâce à l'analyse des caractéristiques x1, x2, est-ce que tu ne serais pas capable de trouver toi-même comment organiser ces données en différents paquets? Eh bien, rien que vous, avec vos yeux, vous vous dites, bah oui, c'est très simple, on voit deux groupes, on peut clairement les séparer, mais ce que vous pouvez peut-être vous demander, c'est comment est-ce que la machine est capable, elle, de distinguer ces groupes? Eh bien, pour ça, elle dispose de différents algorithmes,
le K-mean clustering, le DB-scan, il en existe d'autres. Et je vais vous présenter très brièvement comment fonctionne le K-mean clustering dans un instant. En attendant, les différentes applications de cette technique, eh bien, elles sont très nombreuses. J'en ai mis 2 ici, mais je peux vous en donner plein d'autres. Par exemple, on peut segmenter un marché. On peut effectuer des classifications basées sur des caractéristiques. Je vais vous donner un exemple tout de suite. Vous pouvez très bien avoir dans votre entreprise énormément de documents à classer, un dossier qui comprend des centaines ou des milliers de documents. Mais au lieu de montrer à la machine comment les classer, et c'est ce que je vous indiquais tout à l'heure en vous disant que l'apprentissage non supervisé, ce n'est pas une contrainte pour la machine, c'est-à-dire qu'on ne la contraint pas à faire ce qu'on lui dit de faire, on lui dit simplement analyse les données et regarde ce que tu peux faire avec ces données. Essaye d'être intelligente avec ces données, essaye d'optimiser ce que tu vois. Eh bien, voilà, vous pouvez simplement dire à la machine, tiens, voici un panel de documents, il y a 10 000 documents ici à classer. Est-ce que tu peux les regrouper en, par exemple, 3 classes? Pourquoi pas 3, mais 4, c'est à vous de choisir, en fonction du nombre de mots, du vocabulaire, du nom de l'auteur, de la date de création, d'autant de caractéristiques que vous désirez. Toutes ces choses-là que je viens de vous donner en exemple, ce sont des caractéristiques. Eh bien ça, c'est une application extrêmement intéressante du clustering. Alors, je vais vous présenter un tout petit exemple. Voilà, juste une image. Quand je vous présente ça, et que je vous demande de regrouper ces données, ces points, ces choses, ces formes en 2 groupes, bah vous y arriverez, vous y arrivez sans aucun problème. Eh bien, si vous caractérisez suffisamment bien ces échantillons dans votre problème, dans votre dataset, et la machine sera elle aussi capable d'effectuer correctement une classification non supervisée. Comment est-ce qu'on pourrait caractériser chacun de ces échantillons? Eh bien, peut-être la taille, puisqu'on voit que certains échantillons sont plus petits que d'autres, voilà, si on prend simplement les ronds. Euh, mais également le nombre d'angles, s'il y a des angles, si toutefois un cercle peut avoir des angles, évidemment que non, mais vous comprenez l'idée, on peut réussir à caractériser nos données et ensuite confier à la machine la tâche de les classer. Voilà, ça c'est un exemple. Maintenant, je voulais vous montrer comment fonctionne le K-means clustering, qui est un algorithme de base, mais très utile. Il est à la fois très simple, mais profondément utilisé en data science. Donc, cet algorithme consiste tout simplement à positionner 2 centres de masse, dans le cas où vous voulez créer, où vous désirez créer 2 classes. Donc, vous initialisez 2 centres de masse ici sur le graphique du haut en rouge et en orange. Vous les placez au hasard dans vos données, au hasard. Et ce que vous demandez à votre programme de faire, alors quand je vous dis ce que vous demandez, c'est que vous l'écrivez vous-même, hein, vous écrivez ce programme. Mais ce que vous écrivez dans votre programme, c'est premièrement de calculer la distance entre chaque centre de masse, donc les carrés rouge et orange. Vous calculez la distance entre chaque centre de masse et tous les points de vos données. Donc voilà, tous les points. Et ensuite, vous affectez chaque point blanc au centre de masse le plus proche. Donc, c'est pour ça que les points en haut à droite sont tous affectés à un centre de masse orange, au centre de masse orange, parce que c'est celui qui est le plus proche, et ceux du bas sont tous affectés au centre de masse rouge. Ça, c'est la première étape du K-mean clustering. La deuxième étape, c'est une étape durant laquelle vous allez ensuite déplacer le centre de masse au milieu du cluster, c'est-à-dire au milieu du paquet qui a été formé. Voilà, et ça vous donne donc le résultat suivant. Très souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on écrit cet algorithme dans une boucle for, dans une boucle itérative, pour que l'algorithme s'effectue de manière récurrente. Voilà, il y a une sorte de récurrence jusqu'à atteindre un certain nombre, jusqu'à atteindre une convergence. Voilà. Là, c'est un exemple très simpliste qui d'ailleurs serait résolu en
seulement une itération, mais dans la pratique, il peut arriver qu'on ait besoin de faire une dizaine, une quinzaine d'itérations avant de converger vers une position où les centres de masse ne bougent plus. Autre chose, je vous invite à regarder ça un instant. Si on prenait ces centres de masse et qu'on les plaçait ailleurs, voilà, on les initialisait à des positions complètement différentes, eh bien, vous verriez que les centres de masse auraient une très forte chance de converger toujours au même endroit, l'endroit que vous voyez en dessous. Voilà comment fonctionne donc d'un point de vue mathématique le clustering. Bah, c'est très simple. On a des points, on place dans nos points deux centres de masse au hasard et on calcule la distance entre ces centres de masse et les différents points, puis on déplace les centres de masse au milieu de leur cluster. Et le milieu, c'est tout simplement une moyenne de tous les points. Voilà. Donc c'est très simple, c'est très simple. Donc voilà pour le clustering. Oups. Et maintenant, nous allons parler d'une autre technique d'apprentissage non supervisé, ou d'une autre tâche plutôt que la machine peut effectuer grâce à l'apprentissage non supervisé, c'est la détection d'anomalies. Parce que là, encore une fois, il n'est pas nécessaire de connaître les étiquettes que vous pourriez poster sur un objet ou sur une donnée. Reprenez peut-être l'exemple des appartements qu'on prenait tout à l'heure. Il n'est pas utile de connaître le prix d'un appartement pour simplement dire si cet appartement est une anomalie ou non. Je vous prends un exemple. Si vous, samedi prochain, vous faites une petite... Ah ben non, on ne peut pas puisqu'on est tous confinés. Enfin, moi en Angleterre, je ne suis pas confiné, quoique, mais vous en France, vous êtes encore confinés, il me semble. Mais la prochaine fois que vous faites une petite sortie, vous visitez des appartements, bon, en principe, vous vous attendez à rencontrer, à visiter des appartements qui vont tous, plus ou moins, toujours avoir les mêmes caractéristiques. C'est pas souvent que vous allez tomber sur un appartement qui fait peut-être 4 étages, si toutefois ce genre de choses existe. Mais vous voyez, rien qu'en analysant les caractéristiques, on est capable d'identifier des anomalies. Une anomalie n'est pas forcément quelque chose de néfaste, c'est simplement quelque chose qui sort de la normalité. C'est anormal en anglais, on dit abnormal. Voilà. Donc, quelque chose de normal, bah, on le voit ici dans un cas de classification, d'apprentissage non supervisé. Nos appartements, nos échantillons sont tous regroupés au même endroit, à part peut-être un ou deux qui sont très éloignés. Eh bien, encore une fois, il existe des algorithmes et des techniques mathématiques qui nous permettent d'identifier ces points très éloignés. Parmi ces algorithmes, on en retrouve quelques-uns, comme par exemple Isolation Forest, que j'avais déjà présenté sur la chaîne YouTube, Machine Learning. Également Local Outlier Factor, qui va calculer des densités entre les différents points. Voilà, il cherchera peut-être le Local Outlier Factor, ce qu'il fait, c'est qu'il prend, si vous voulez, un nombre de voisins tout autour de chaque point. Et lorsque ce nombre de voisins, au-delà d'une certaine région, est supérieur à un certain seuil que vous définissez, par exemple 3, alors le point n'est pas considéré comme anormal. Voilà, il est considéré comme faisant partie des normes. Donc voici quelques exemples. Et les applications, alors elles sont légion, les applications pour les détections d'anomalies. On a la détection de fraude bancaire, de virus informatique, également les maintenances prédictives, très utilisées en industrie. Voilà, essayer de déterminer si quelque chose risque de mal se produire dans une usine à un certain temps, à un instant donné. Voilà, tout ça, c'est de l'apprentissage non supervisé et de la détection d'anomalies. Alors, je voulais juste vous présenter un exemple, si vous étiez encore un petit peu, comment dire? Le terme français m'échappe, mais si vous étiez encore un petit peu sceptique, voilà, concernant cette idée d'être capable de trouver des anomalies sans indiquer à la machine des exemples d'anomalies, eh bien voilà, je vous montre ceci et je vous dis: «Cherchez l'intrus». Bah, c'est très simple encore une fois et je n'ai même pas besoin de vous expliquer ce que l'intrus est censé être. Directement, vous vous dites: «Tiens, il y a que des ronds et là je vois un triangle».
Je vais quand même le signaler ça. Eh bien, la machine, c'est exactement la même chose qu'elle fait. Elle va vous faire un rapport, elle va vous dire: «Tiens, là, il y a un truc qui est différent du reste. Alors je ne sais pas ce que c'est puisque tu ne me l'as pas appris, comme ce qu'on pouvait avoir dans l'apprentissage supervisé. Voilà, tu m'as pas dit s'il s'agissait d'appartements, de photos, de chiens et de chats ou non, mais je vois juste que là, on a un point qui est significativement différent des autres et ça, eh bien, je le, raise, je le soulève. Voilà juste un petit exemple, une petite visualisation de ce qu'est la détection d'anomalies. Et une dernière application très utile de l'apprentissage non supervisé, c'est la réduction de dimension ou réduction de dimensionnalité. Alors celle-ci, elle est un petit peu moins intuitive que les 2 précédentes, mais c'est tout simplement en fait qu'en analysant la structure des données, eh bien, la machine peut apprendre à simplifier cette structure tout en gardant les informations principales des données. Alors là, je vous ai pris une petite image, extraite de mes vidéos YouTube. Vous m'excusez, mais voilà, c'est je ne retrouvais plus l'original, donc j'ai simplement fait un screenshot. Mais je pense que cette image résume très bien ce qui se passe avec la réduction de dimension. La machine a observé des dessins, un dessin ou simplement un dessin de chat ici, et en analysant cette structure, elle se dit: «Tiens, je suis capable de simplifier le problème à son à sa complexité la plus minimum possible, tout en gardant le maximum d'informations, malgré la simplification et ça nous produit donc le dessin qu'on a sur la droite, sur lequel on reconnaît toujours qu'il s'agit d'un chat. Certes, on a perdu des informations, mais on a gardé les informations principales. C'est pour ça que je réinsiste sur ce terme, les informations principales, on a simplifié, et cetera. C'est le paragraphe du dessus. En fait, maintenant, d'un point de vue mathématique, parce que c'est bien beau les analogies, mais d'un point de vue mathématique, la machine apprend en fait à projeter les données qu'on lui fournit dans des espaces de plus petite dimension. Et un des algorithmes qui nous permet de faire ça, c'est le Principal Component Analysis, ou en statistique, en français, on appelle ça l'analyse en composantes principales. Alors, et d'ailleurs, on remarque bien, l'analyse en composantes principales et regardez, ça fait écho à ce qu'on a dans le paragraphe du dessus, puisque le but, c'est de conserver les composantes principales, les informations principales. Voilà. Alors un petit exemple donc, en quoi consiste cet algorithme? Eh bien, il consiste tout simplement à projeter les points qui sont de base dans un axe 2D. Ici, vous avez un axe en 2 dimensions, un axe X1 qui serait horizontal et X2 qui serait vertical, eh bien, de simplifier la dimensionnalité de votre problème, de la réduire, de passer de 2 dimensions à une seule dimension, en projetant les points sur un axe et un seul axe. Voilà, on réduit la dimensionnalité de notre problème de 2 dimensions à une dimension, ce qui rend le problème plus léger, et cetera, et cetera. Et donc, ça nous donne le résultat suivant. Et ce que vous pouvez observer, c'est que sur le l'axe jaune sur lequel nos points ont été, projetés, eh bien, il conserve les informations qu'on avait au préalable. Puisque, d'une part, la proximité entre les points est à peu près conservée, entre les points d'origine, c'est-à-dire que le point qu'on a tout en haut à droite, et qui était assez éloigné des autres points, reste éloigné des autres points sur notre projection. C'est une bonne chose. Mais une autre chose qui est très importante à savoir, c'est que si à l'avenir, on cherche à repasser en 2 dimensions, c'est-à-dire à réaugmenter la dimensionnalité de notre problème, de passer de une dimension à 2 dimensions, eh bien, il suffira tout simplement de replacer l'axe jaune ici, avec la même inclinaison dans notre, repère à 2 dimensions et on aura conservé la tendance linéaire de nos données. Voilà, on aura conservé ce genre de choses. Alors, juste une petite application de ce genre de choses qui vous est peut-être pas forcément connue, mais enfin si, tout le monde connaît ça, mais
et vous ne le saviez peut-être pas jusqu'à présent, mais à chaque fois que vous compressez vos fichiers dans des zips, quand vous compressez une image, quand vous uploadez une vidéo sur Internet, alors tout le monde ne fait pas forcément ça, mais des photos sur des réseaux sociaux, eh bien, la machine encode vos données, très souvent avec des algorithmes semblables au Principal Component Analysis. Donc, voici 3 applications de l'apprentissage non supervisé. Et on va terminer par la 3e technique d'apprentissage qu'on retrouve en machine learning, c'est l'apprentissage par renforcement. Alors celle-ci, on va être bref dessus parce qu'elle est très différente des deux précédentes, puisque dans les 2 techniques qu'on avait vues jusqu'à présent, la machine dispose de données X, Y, ou tout simplement X, et à partir de ces données, elle déploie un modèle statistique avec un algorithme d'optimisation pour optimiser la position de notre modèle dans le nuage de points, c'est-à-dire dans les données qu'on lui fournit. Eh bien, ici, dans l'apprentissage par renforcement, il n'y a pas de données. Voilà. En fait, on développe un programme ainsi qu'un environnement dans lequel le programme, la machine, construit sa propre expérience. Alors, je vous ai écrit, et je vous ai mis un petit schéma juste en dessous, je vous ai écrit qu'en fait, à chaque fois que la machine va entreprendre une action dans cet environnement, elle va être récompensée soit par un point positif si c'était une bonne action, soit par un point négatif si c'était une mauvaise action. Et grâce à un algorithme d'optimisation qui la pousse à maximiser les points positifs, eh bien, elle apprend à réaliser correctement des tâches, en général assez complexes, comme des tâches en robotique, en voiture, pour les voitures autonomes, également pour faire voler des drones. Voilà, tout ça, ça fonctionne avec de l'apprentissage par renforcement. Alors, je vous ai mis ici un petit graphique qui est issu de mon site internet. Voilà, la machine, c'est un agent. Il avait des petites lunettes, c'est rigolo. La machine est un agent et elle cherche à développer une politique d'action de manière à maximiser ses récompenses. Exemple, voiture autonome. Votre voiture est un agent. Elle évolue dans un environnement qui est simulé. On ne va pas prendre la vraie route pour que notre voiture apprenne à conduire, ça serait désastreux. Mais c'est un environnement simulé dans lequel la machine va jouer avec les différentes actions qu'elle peut entreprendre. Donc, elle a une politique d'action. Peut-être qu'elle a 4 actions, comme avancer, freiner, tourner à gauche et tourner à droite. Voilà, 4 actions simples. Et elle va entreprendre, c'est-à-dire elle va réaliser ces différentes actions à chaque tour, à chaque cycle. L'environnement, en fonction de l'action qu'elle entreprend, l'environnement va modifier l'état de l'agent. Peut-être que l'agent se sera déplacé vers son objectif, par exemple conduire les enfants à l'école. C'est un bon point. Ou à l'inverse, peut-être que la machine, c'est-à-dire la voiture, en tournant à gauche, sera rentrée dans un mur, auquel cas l'environnement lui donnera un feedback, un retour négatif en lui disant « Non, là, tu as fait un accident, c'est pas bien du tout ». Et la machine verra qu'elle aura eu un mauvais point. Du coup, elle apprendra à partir de ses erreurs. Voilà. Et en laissant les algorithmes s'entraîner très longtemps à ce sujet, avec cette technique, eh bien, on est capable de créer des applications comme les voitures autonomes, mais également, comme je vous le disais, les drones et ce genre de choses. Donc, ça termine notre première partie sur qu'est-ce que le machine learning, comment ça fonctionne et quelles sont les différentes techniques d'apprentissage. Alors, je vous propose de faire une toute petite pause. Je vais peut-être, étant donné qu'il n'y a pas eu énormément de questions, je vais peut-être rapidement les lire. Youssef, il y en a juste 4 ou 5. Les 2 parties suivantes seront beaucoup plus rapides, quoi qu'il en soit. Alors, j'avais demandé si des gens étaient familiers avec le machine learning. Eric Durozois, je vais simplement dire vos prénoms, a dit « Non, mais je dois automatiser les postes d'une ligne de fabrication de bras robotisés ». Très bien. Eh ben, je pense que le machine learning peut être utile, mais
en robotique, en automatisation, euh, y a-t-il un lien avec le deep learning? J'y répondrai. J'y répondrai. En automatique, personnellement, puisque je travaille en production, alors dans l'aérospatial, comme je le disais, c'est très difficile aujourd'hui d'utiliser vraiment le machine learning à 100%, aussi parce que, et on en parlera dans le point qui va venir, je préfère, on favorise toujours les techniques déterministes et les techniques dans lesquelles on connaît les vraies formules à utiliser. Par exemple, s'il faut utiliser un contrôleur PID en automatique, eh bien, on va utiliser un contrôleur PID. On ne va pas nécessairement laisser la machine approximer des exemples du passé, c'est-à-dire un nuage de points pour effectuer certaines tâches. Voilà. Tout comme en robotique, eh bien, on préfère développer pour la cinématique d'un bras robotisé, eh bien, on préfère utiliser les équations de cinématique que l'on étudie lorsqu'on a été à l'UTC et qu'on a suivi un parcours plutôt mécatronique. Voilà, tout ce genre de choses, on va préférer par rapport au machine learning. En revanche, le machine learning sera très utile lorsqu'on collectera des données sur les performances de nos machines ou, comme je vous le disais tout à l'heure, pour la maintenance prédictive, c'est-à-dire analyser au fil du temps quand est-ce que les différents blocs de votre chaîne de production tombent en panne pour anticiper une future panne et venir régler le problème avant qu'il ne se déclare. Alors, je me suis intéressé au NLP il y a quelques semaines. Très, très bon secteur, le NLP, le Natural Language Processing. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est le traitement du langage naturel. Hello, j'ai commencé à m'auto-former au machine learning. Le cours de Stanford de Coursera est un très bon cours de Andrew Ng. Je vous le recommande à tous. Ce serait quoi la prochaine étape? Le prochain cours à aller pour implémenter des modèles en Python? Eh bien, je pense que le cours de Andrew Ng est excellent. Peut-être qu'on peut accompagner ça d'un petit bouquin. J'en parlerai un petit peu plus en détail à la fin. Bien sûr, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne YouTube que je tiens, Machine Learning, parce qu'il y a une série de 30 vidéos dans laquelle je montre comment utiliser les outils de Python qu'on va voir dans le troisième point. C'est un bon plus. Il y a beaucoup de gens qui ont fait la formation de Andrew Ng et qui ont regardé la série que j'ai sortie sur YouTube. Donc, je la recommande, d'après le retour des gens. Mais ce que je voulais juste dire, avant de passer à la question suivante, c'est au bout d'un moment, c'est bien de suivre des cours en ligne, mais il faut passer à l'action. Voilà. La meilleure façon d'apprendre, c'est la meilleure façon de devenir forgeron, c'est en battant le fer. Voilà. Alors, de mon côté, j'ai suivi un certain nombre de cours sur Open Classroom et j'ai suivi vos 30 vidéos. Eh bien, merci. J'ai suivi les mocks. Existe-t-il des écarts entre les mocks et la réalité? Bien sûr, mais je ne peux pas vraiment répondre à cette question à 100% parce que c'est du cas par cas et on ne peut pas faire de généralité dans l'absolu. Donc, ça serait une question qui mériterait un débat de 1 heure. Il existe des écarts, mais ça dépend de votre parcours, de votre personnalité, de votre façon d'apprendre, de votre façon de pratiquer. Ça dépend d'énormément de choses. Et y a-t-il un lien avec le deep learning? Alors, je répondrai à cette dernière question avant de passer aux choses suivantes. Oui, en fait, le deep learning est une des techniques au sein même du machine learning. C'est-à-dire que, si je reviens en arrière juste un instant, ici, je vous avais présenté 3 méthodes d'apprentissage, mais il en existe, non, ça n'a rien à voir, mais le deep learning, voilà, c'est ça que je voulais dire, le deep learning n'est pas associé à une de ces méthodes en particulier. Le deep learning peut lui-même être appliqué à l'apprentissage supervisé, non supervisé, et à l'apprentissage par renforcement. En fait, il faut reprendre la définition que j'avais écrite tout en haut. Le machine learning est un domaine de l'intelligence artificielle. Eh bien, le deep learning est un domaine du machine learning. Voilà. C'est un sous-domaine à l'intérieur du machine learning lui-même. En fait, ce sous-domaine consiste tout simplement à développer des modèles différents de ceux qu'on a pu voir. Alors, tout à l'heure, on avait vu certains modèles comme, il faut revenir un petit peu plus en arrière, vous le voyez ici, Isolation Forest, Local Outlier Factor. Voilà,
j'étais passé par un certain nombre de modèles, la régression linéaire, le K-mean clustering, etc. Eh bien, le deep learning, ça consiste à développer non pas ce genre de modèle, mais ce qu'on appelle des réseaux de neurones artificiels. Ce sont des modèles qui, il y a très longtemps, étaient inspirés par le fonctionnement de notre cerveau humain. Aujourd'hui, on sait pertinemment que ça n'a rien à voir et que le cerveau humain est bien plus complexe que l'intention qu'on avait portée au réseau de neurones artificiels. Mais voilà, les réseaux de neurones artificiels fonctionnent exactement de la même manière qu'on a vu que tout ce que j'ai expliqué jusqu'à présent. Il y a l'apprentissage supervisé, le non supervisé, le renforcement. Mais à la place de développer un modèle comme une régression linéaire, qui serait par exemple paramétré par un coefficient A et un coefficient B, pour faire f de x égale ax plus b, eh bien, on développe une fonction beaucoup plus sophistiquée. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir dans les grandes lignes. Donc, je continuerai à répondre à des questions par la suite. Maintenant, je vais vous parler, maintenant que vous savez un peu comment fonctionne le machine learning, vous le savez même, je pense, plutôt bien, j'ose espérer en tout cas, avec la présentation que je vous ai donnée, je vais rapidement vous montrer quelques applications en ingénierie, parce que je m'adresse quand même à des ingénieurs, des gens qui ont fait cette magnifique école qui est l'UTC. Alors, j'ai envie de vous dire que le machine learning peut être appliqué à tout domaine, pourvu que vous disposiez de données pertinentes. Attention toutefois, on pourrait en parler pendant des heures, mais je voudrais vous dire une chose très simple. Le machine learning est une technique à favoriser pour les applications où vous ignorez les formules mathématiques qui constituent votre solution. Je vous donne un exemple. Si vous êtes un développeur, si vous êtes un scientifique et que vous cherchez à développer un programme qui puisse eh bien, classer des photos de chats ou de chiens ou d'oiseaux ou tous les animaux qu'il puisse y avoir. Quelles sont les règles? Quelles sont les formules mathématiques que vous allez mettre en place? Très bonne question. Eh bien, il y a plusieurs décennies de cela, on cherchait à développer des règles explicites en faisant de la trigonométrie, en essayant de repérer des triangles, des formes. C'était extrêmement difficile, extrêmement coûteux et pas très efficace. Eh bien, dans ces situations dans lesquelles vous ignorez complètement les mathématiques, les lois physiques, parce qu'elles ne sont peut-être pas pertinentes, tout simplement, elles n'existent peut-être tout simplement pas, eh bien, dans ce cas-là, pourvu que vous disposiez de données pertinentes, c'est le premier paragraphe de cette bulle, eh bien, dans ce cas-là, alors, je vous conseille d'essayer de faire du machine learning. En revanche, je vous déconseille d'utiliser des solutions de machine learning pour les problèmes pouvant être résolus à l'aide de formules mathématiques connues. Par exemple, à l'aide d'équations différentielles. Ou bien tout à l'heure, je vous parlais de robotique avec de la cinématique. Lorsqu'on veut calculer le mouvement d'un robot, le mouvement d'un bras articulé à 6 axes, par exemple, dans l'espace. Eh bien, on a des équations pour ça. C'est les équations de cinématique. On a des matrices de rotation, etc. Et ce n'est pas forcément pertinent d'utiliser du machine learning pour ce genre de choses. Pourquoi? Eh bien, on en parlera dans un instant dans le dernier onglet qui s'appellera limitation. Cela étant dit, eh bien, quelques applications en ingénierie, mais on va aller très vite parce que j'en ai déjà parlé. On a donc la vision par ordinateur, par exemple. Ça, c'est une chose sur laquelle je travaille personnellement assez souvent dans mon entreprise, puisque dans une usine en production, on a souvent des caméras, en tout cas dans notre usine, je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais voilà, des caméras qui prennent en photo le produit lorsqu'il sort de la chaîne, ou bien pas nécessairement à la fin de la chaîne de production, mais à des étapes, à différentes étapes, avant de passer en inventaire, dans différents inventaires intermédiaires. Bien voilà, on prend des photos et des fois, eh bien, il est nécessaire d'effectuer une inspection qualité. Eh bien, tout ça peut être automatisé si on développe un bon modèle, par exemple avec de l'apprentissage supervisé, en, en fournissant à la machine peut-être 1000 ou 10 000 exemples
de bons produits qui ont été fabriqués par le passé. Voilà, on lui fournit des exemples, la machine s'en inspire et grâce à ça, elle arrivera à nous faire gagner du temps en disant: «Oui, là c'est, compliance». Je ne sais plus comment on dit ça en français. Comme je vous le dis, je travaille à Londres depuis, quand même maintenant 5 ans. Donc mais voilà, c'est conforme, voilà. Oui, le produit est conforme, non, il n'est pas conforme. Vous pouvez également utiliser de l'apprentissage non supervisé pour faire de la maintenance prédictive ou bien pour tenter de détecter des anomalies. Rappelez-vous la détection d'anomalies dont je vous parlais tout à l'heure. Tentez de détecter des anomalies dans votre chaîne de production ou bien sur le produit qui a été créé. Voilà, il y a énormément de choses qu'on peut faire. Également en logistique, on peut faire de l'étude de série temporelle, puisque tout à l'heure, quelqu'un nous parlait de traitement du langage naturel, de Natural Language Processing. Eh bien, le traitement du langage naturel, c'est un problème de série temporelle, puisqu'on essaye de comprendre le sens d'une phrase en étudiant les mots les uns après les autres. Donc, il y a une forme de temporalité. D'abord, il y a le mot «Bonjour, je m'appelle Guillaume», voilà, donc on essaie de comprendre tout ça et bien, ce genre de choses, c'est assez fréquent aussi en ingénierie et tout ça, bah, ça forme très souvent ce qu'on appelle l'industrie 4.0. Alors, des fois, quand on est ingénieur, on travaille aussi, en business et marketing. Il y en a qui finissent toujours par se réorienter. Bien là aussi, tout à l'heure, je vous avais parlé de classification de documents, de recommandation de produits, de segmentation de marché ou d'analyse de sentiments. Et là, pour l'analyse de sentiments, je vous ai pris un exemple ici, qui nous vient d'un site internet SentDex. Donc c'est une analyse d'index de sentiments qu'on retrouve sur internet et ça produit une carte du monde, en analysant ce qui se passe sur Twitter, qu'est-ce que les gens disent, est-ce qu'il y a plutôt des billets positifs ou des billets négatifs? Et là, vous pouvez voir, selon le rouge ou le vert, ce que les gens quel est l'état d'humeur des gens, voilà, d'une manière générale. Et juste au passage, vous remarquez, en regardant tout ça, tous ces exemples, classification de documents, recommandation de produits et cetera, que nous sommes bien dans une situation où nous ne connaissons pas les formules mathématiques de notre solution. Comment savoir comment recommander des produits sur Netflix ou sur Amazon? C'est très difficile. Eh bien, on préfère faire appel à de l'apprentissage non supervisé en disant à la machine: «Essaye de trouver toi-même les patterns, les fréquences, la structure, le comportement d'achat des clients et optimise tout cela à ta sauce». Avec des algorithmes un petit peu plus poussés que ceux qu'on a vus, mais quand même certains, comme ceux de clustering, le K-means et cetera, peuvent être des bons candidats pour faire tout ça. Et c'est très souvent là d'ailleurs que les gens commencent à parler d'intelligence artificielle, parce qu'on laisse réellement la machine proposer des solutions que l'on n'a nous-mêmes pas forcément codées ou pensées. Alors, pour finir sur les applications, il y a quand même des limitations au machine learning et j'en ai listé 4 grandes. Premièrement, la qualité et la quantité de vos données que vous utilisez en machine learning. Il arrive que l'on ait des données, mais qu'elles ne soient pas forcément pertinentes ou bien de bonne qualité. Et bien sûr, en machine learning, peut-être que vous l'aurez pressenti, mais je vous le dis tout de suite, on dit très souvent garbage in, garbage out. C'est-à-dire, si vous fournissez à la machine de mauvaises données, elle vous produira un mauvais modèle. Pourquoi? Eh bien, parce elle est censée s'ajuster à vos données. Elle est censée reproduire le phénomène, ça c'est un autre terme scientifique qu'on utilise très souvent en statistique, elle est censée reproduire le phénomène que vous lui avez montré via les observations, les données, observations. Donc, si vos données, si votre phénomène est corrompu, qu'il ne représente pas réellement votre réalité, alors vous aurez un modèle corrompu. Autre chose, donc la quantité de données, parce que collecter des données, ça coûte très cher, très souvent très cher. Et j'ai pas forcément besoin d'en parler plus. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Ça coûte cher en temps et en argent, parfois les deux. La puissance de calcul est parfois une grande limitation du machine learning. Pourquoi? Parce que, eh bien, pour certaines applications comme, la classification d'images ou bien les voitures autonomes, eh bien, je vous disais tout à l'heure que vous pouvez, par exemple, utiliser, l'apprentissage par renforcement, sauf que dans les faits,
et ça, c'est une chose qui est pas souvent expliquée dans les cours ou ce genre de choses, mais c'est plutôt une chose qu'on découvre lorsqu'on se confronte à la réalité sur le terrain ou qu'on fait nous-mêmes des recherches sur le sujet en tant que chercheur. Eh bien, pour développer des gros algorithmes et laisser la machine apprendre d'elle-même des fonctions très complexes, il faut des fois, des serveurs, qui font la taille, d'un hangar. Voilà, et il faut attendre des semaines, des mois, voire des années. Et ça, tout le monde ne peut pas forcément, se le payer. Voilà, se payer ce luxe. Et en même temps, c'est logique parce que d'un certain point de vue, nous, à notre cerveau humain, il nous a fallu, des centaines de milliers d'années d'évolution avant de enfin, pour passer de là, j'étendrai même ça aux animaux d'une manière générale, pour passer du stade où nous étions simplement des bactéries et apprendre à percevoir notre environnement et à développer des mécanismes à partir de ça. Eh bien voilà, pour une machine, ça prend aussi un peu de temps. Troisième limitation, quand même pas des moindres, c'est que le domaine d'utilisation, après avoir justement entraîné la machine sur des gros serveurs pendant très longtemps, eh bien ce domaine d'utilisation est très souvent réduit à la tâche d'apprentissage elle-même. C'est-à-dire que si vous entraînez une machine à reconnaître un chien, d'un chat, d'un oiseau, de n'importe quel animal, elle ne pourra pas forcément réussir à utiliser cette connaissance qu'elle aura développée pour maintenant faire la différence entre le visage, mon visage à moi ou le visage de n'importe lequel d'entre vous. Voilà. Il faudra la réentraîner. Alors bien sûr, il existe des techniques qui nous permettent de ne pas recommencer l'apprentissage en partant de zéro, notamment ce qu'on appelle le transfer learning, voilà, le transfert d'apprentissage, mais ça reste quand même néanmoins toujours un domaine d'utilisation réduit à la tâche qui a été apprise. Pour finir, une dernière limitation qui doit vous faire réfléchir à chaque fois que vous vous dites: «Est-ce que je pourrais utiliser du machine learning dans mon projet?» Eh bien, il faut bien savoir que très souvent, l'interprétation des modèles générés par le machine learning est très difficile. Il est très difficile lorsque vous avez en effet un modèle qui n'a pas été écrit par vous, mais qui a été trouvé par la machine. Il est très difficile de comprendre ce modèle. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que ces modèles sont des fonctions mathématiques. Alors, quand vous voulez simplement développer une fonction affine, f de x égale à x plus b, c'est pas compliqué de comprendre le a et le b. Mais lorsque vous avez un modèle qui fait intervenir des milliers, voire des dizaines de milliers de coefficients, c'est très compliqué de le comprendre. Voilà, je n'ai pas vraiment besoin d'en parler plus longtemps. Alors, j'ai l'impression que, je commence à peut-être un peu être, non, ça va, on est dans les temps, mais je vais, rapidement donc vous parler des outils, des technologies. Après, on pourra poser des questions, j'y répondrai et on fera ensemble une petite démo. Donc tout ça, c'était très cool, j'espère en tout cas pour vous et je vais donc vous présenter les grandes technologies, les métiers, les outils, enfin les compétences, qu'il faut avoir lorsqu'on souhaite faire du machine learning. Alors, j'ai séparé ça en 2 grandes compétences, mais ce que je vous propose là, c'est très subjectif. Tout le monde n'est pas forcément de ce point de vue et c'est pas forcément important de ne pas être tous du point de vue parce que ce n'est pas comme si, eh bien, c'était écrit dans un bouquin de mathématiques. Non, ce genre de choses, ces postes, data engineer, data scientist, ce sont des postes qui varient d'une entreprise à l'autre. Voilà, tout le monde a plus ou moins sa propre définition. Néanmoins, ce que je vous propose là, c'est, que j'essaye de me rapprocher vers les choses les plus générales, les plus globales. Donc, il existe 2 grandes compétences, 2 grands métiers, dans le machine learning, celle du data engineer et du data scientist. Alors, il existe aussi le data analyst, le machine learning engineer, le deep learning engineer. Oui, on pourrait en parler, tout à fait. Mais pour garder les choses simples, je résume ça pour cette conférence à ces 2 corps de métier. Donc, comme vous le voyez, les 2 commencent par data, parce que très souvent, eh bien, il nous faut des données avant de commencer, pour commencer notre projet. D'ailleurs, c'était ce que je vous avais indiqué juste ici.
Voilà, pourvu que vous disposiez de données pertinentes. Donc voilà, tout commence à partir de données et très souvent, avant d'avoir des belles données pour, construire un modèle, XY avec, comme je vous présentais tout à l'heure, les surfaces d'un appartement, son prix, son adresse, le nombre de pièces et cetera. Eh bien, il faut déjà collecter ces données, les extraire, les transformer, parce qu'elles ne sont peut-être pas toutes de la même nature. On aura peut-être des données qui nous viendront d'un serveur, d'un client, d'un sondage. Voilà, il y a beaucoup de elles sont pas forcément du même format, il y a beaucoup de sources différentes et une fois qu'on les a transformées, il faut en général les charger, les mettre à disposition dans une base de données. Eh bien ça, c'est le rôle du data engineer. Les compétences à avoir si, vous voulez travailler, en tant que data engineer sont bien sûr le SQL, donc Serial Query Language, c'est le grand langage qu'on utilise pour, faire des bases de données, aujourd'hui, hein, et depuis longtemps. Le Java est un très bon langage pour les data engineers. Le Scala également, qui est basé sur le Java, qui est un langage beaucoup plus, utile pour faire du big data. Spark, Hadoop sont des technologies qui sont construites sur ce qu'on a vu, SQL, Java, Scala et cetera, pour justement effectuer la fonction du data engineer qui est ETL, Extract, Transform and Load. C'est ce que j'ai marqué là, hein, responsable d'extraire, de transformer et de mettre à disposition les données. Et tout ça, très souvent, aujourd'hui, ça se passe aussi sur le cloud. Donc, c'est très utile pour un data engineer de faire du cloud computing. Ensuite, donc, il existe un deuxième grand métier, c'est le data scientist qui, quant à lui, ne va pas forcément se charger d'extraire et de transformer et de créer une pipeline de données, mais lui, il va développer des modèles statistiques sur les données qui ont été mises à disposition par les data engineers. Donc, ils vont développer les modèles que je vous ai présentés tout à l'heure, comme les modèles de détection d'anomalies, le K-means clustering, les régressions linéaires, de lasso, de ridge, ou bien les réseaux de neurones. Voilà. Et les grandes compétences à avoir, alors, je mettrai quand même les compétences qu'on a vues juste au-dessus, hein. Par exemple, moi, je code quand même très souvent en Java, enfin, pas très souvent, mais voilà, le SQL, ça c'est sûr. Mais voilà, le cloud, j'en fais beaucoup aussi en tant que data scientist, mais le data scientist, aujourd'hui, il est plus sur Python, Pandas, Scikit-learn, TensorFlow ou PyTorch. Alors, toutes ces choses sont en fait des librairies, Pandas, Scikit-learn, etc., qui qui font partie de l'écosystème du langage de programmation Python. Donc voilà, là, vous avez vraiment les grandes compétences à avoir. Bien sûr, il est très bon, de toujours avoir une compétence, en résolution de problèmes. Il est bon d'avoir un minimum de compétences en statistiques, en mathématiques, surtout pour les data scientists, les statistiques, c'est très important, bien plus que pour les data engineers. Le data engineer va beaucoup plus être proche, du côté software et technologie des choses. Les 2 métiers sont très complémentaires à tel point que, aujourd'hui, on demande des fois, aux gens d'effectuer les 2 tâches, d'être un 2 en 1, voilà. Eh bien, ça termine cette petite présentation. Avant qu'on passe à la démonstration, à un petit jeu tous ensemble, une petite démo, eh bien, je vous donne l'occasion de poser quelques questions et d'y répondre. Alors, eh bien, Hussein, je vais tout simplement continuer à lire les questions du chat, hein, tout Oui, simplement il y comme a ça, quelques questions de plus et n'hésitez pas à activer vos micros si vous avez des questions aussi. Oui, peut-être pour les micros, ça se fera juste à la fin de la démonstration, parce que sinon Ok, on risque de poser des questions et de ne jamais voir la fin et du coup on n'aura plus le temps pour la démo. Je veux dire avec, le j'ai peu oui, ça avec marche. tous les conférences que j'ai déjà faites, je des fois c'est le cas. Donc, Ok, on ok, va on ça va essayer marche. de faire comme cette démo, donc je vais simplement répondre aux questions du chat. Après vous en faites pas, vous aurez le temps de me poser des questions, heu, en vocal. Donc dans ce cas, ce serait plus adapté à l'analyse, une base de données SPC. Ah, alors, ça doit être une question qui datait de, l'automne, de la robotique. Hem,
Oui, la réponse serait oui. Oui, c'est ça. C'est ça. Ce serait plus adapté. Le machine learning, ce serait plus adapté, mais je crois que j'avais répondu à ça. Pour ma part, j'ai décidé d'effectuer un parcours IA Open Classroom en alternance. Eh bien, bon courage à toi, Aymeric. Je te souhaite de réussir, et si tu as des questions, ben, moi, je suis disponible. J'aide aussi les gens de Open Classroom. Alors, je suis malheureusement pas payé pour faire ça, mais bon, heu, c'est pas grave. C'est un plaisir de vous aider si vous avez des questions. Je souhaite concevoir un outil pour parser des CV. Qu'est-ce que c'est des des CV, des oui, bien sûr, des CV et des offres d'emploi en français et effectuer le meilleur matching possible. Je souhaite que l'outil améliore sa fiabilité en faisant intervenir les recruteurs. Comment m'y prendre? Par quoi commencer? Ah bien, par quoi commencer? Déjà, déjà, il faut commencer par maîtriser un langage de programmation, ça c'est clair et le meilleur pour ça, ce sera, très certainement le Python. Donc ben, vous pouvez suivre la formation que j'ai fait sur YouTube, mais il y a tout plein d'autres formations, hein, à vous de trouver celle qui vous plaît le plus. Moi, j'en ai fait une spécialement pour le machine learning. Voilà, dans laquelle je ne fais pas, d'autres choses, voilà, j'ai voulu faire 100 machine learning. Hem, Sinon, qu'est-ce qu'il faudra? Eh bien sûr des données. Alors où est-ce que vous en trouverez? Ça, je ne sais pas et la meilleure approche possible, heu, là, non, c'est pas la question que vous posiez. Comment m'y prendre? Bah, oui, il vous faudra trouver des données et c'est là que vous vous rendrez peut-être compte, enfin que vous tomberez déjà sur le premier point que j'abordais ici, à savoir les limitations. Eh bien, la qualité et la quantité des données. Ça n'est pas une chose aisée de trouver des données, et lorsqu'on ne les trouve pas, des fois, il faut payer. Alors, pas en tant que particulier, mais en tant qu'entreprise, voilà, il faut dépenser de l'argent pour réaliser une collecte de données. C'est très cher. Mais une fois que vous aurez des données, eh bien là, vous pourrez établir, euh, poser les bases de votre problème. C'est bien sûr une chose très importante à faire en machine learning, comme dans toute discipline. Voilà, un problème bien posé est déjà, je ne sais pas ce qu'on dit, à moitié résolu. Bon, ce sont des expressions, mais c'est très important de bien poser le problème, de bien définir la fonction objectif. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'un objectif, mais réellement d'une fonction mathématique que vous chercherez à optimiser, à minimiser, à en minimiser la valeur grâce à des algorithmes d'optimisation. Mais tout ça, c'est caché dans les algorithmes que je vous présentais, le K-means, etc. À chaque fois, ce sont des algorithmes d'optimisation. D'ailleurs, si vous regarderez le replay de cette conférence ou si vous ferez un tour sur YouTube, sur ma chaîne ou à d'autres endroits sur Internet, encore une fois, eh bien, vous verrez que tout n'est que optimisation en machine learning. Alors, Julien Gauthier, est-ce que le data scientist et engineer peut être la même personne? Oui, comme j'avais répondu, oui. Alors, bon, eh bien, on a répondu aux questions du chat. Donc, on va terminer cette petite conférence avant de continuer avec les questions. On va terminer cette conférence par une petite démo, un petit jeu tous ensemble avec un outil vraiment d'initialisation à la data science. Cet outil s'appelle Orange. Vous pouvez tout simplement le télécharger gratuitement sur Internet en tapant Orange Biolab, voilà, dans Google. Vous le téléchargerez, ça prend 2 minutes et moi, de mon côté, hop, je vais ouvrir Orange. Alors, il est déjà ouvert, il est ici, et c'est tout simplement un petit outil de data mining, dans lequel vous n'avez pas besoin de coder. Donc c'est un excellent outil pour les débutants, pour ceux qui voudraient, découvrir un petit peu la chose, l'expérience de data scientist et bah, je vais l'utiliser avec vous, je vais vous faire une petite démo, un petit tutoriel. Donc quand vous ouvrez cet outil, sur la gauche, vous avez une série de menus, voilà, déroulants, qui vous donnent chacun accès à des fonctionnalités. Par exemple, vous avez une fonctionnalité pour vos données, dans laquelle vous pouvez ouvrir des données depuis un fichier, hop. Vous pouvez également ensuite visualiser vos données, par exemple avec, différents outils de visualisation. Voilà, vous avez tout plein de menus comme ça et eh bien, on va construire ensemble un petit, modèle, heu,
en live, très simple, sur un des datasets qui nous est offert par Orange. Alors, je vais ouvrir un dataset, très connu, c'est le dataset Housing, qui est, un dataset, assez, assez populaire en machine learning. C'est le dataset, c'est un dataset qui date d'il y a quelques années, assez longtemps, je crois 40 ans, et qui contient des, alors on le voit ici, 506 données concernant des appartements ou plutôt des propriétés à Boston, y compris leur prix. Donc voilà, ici on a toutes les variables présentes dans ce dataset. Alors on pourrait justement, grâce à l'outil Data Table, venir visualiser ces données. Donc voilà, ça ressemble à des données comme ce que vous pourriez avoir dans Excel. Sauf que nous, on va aller plus loin que simplement utiliser Excel, on va développer des modèles de machine learning. Et pourtant, croyez-le pas, ça va être encore plus simple qu'Excel. Pourquoi? Parce que ici, c'est vraiment un outil destiné aux débutants. Très bon outil, Orange. Donc, eh bien, attendez, juste au passage, avant de me lancer dans l'analyse, je vous précise quand même que vous pouvez charger n'importe quelle donnée, voilà, que vous auriez sur votre ordinateur. Vous pouvez même charger des données qui vous viennent d'internet, qu'elles soient sous format Excel, CSV, ça ira parfaitement et il me semble même, regardez, il me semble même que vous pouvez importer des tables des bases de données SQL ou plutôt des tables SQL d'une base de données. Donc voilà, c'est un outil qui est quand même très complet. Alors, donc dans ce dataset, donc dans ce jeu de données, nous avons différentes variables. Alors, je les avais étudiées, il y a quelque temps en stream, donc en live avec ma communauté. On s'était un peu amusé, sur ce dataset à comprendre que, signifiait crime. Alors c'est la criminalité. ZN, donc ZN, c'est la taille des résidences, heu la taille des terrains des zones résidentielles dans un quartier. Ça, c'est le nombre d'industries, ça, c'est la quantité de monoxyde de carbone, et cetera. On a beaucoup de variables qui nous permettent de caractériser nos appartements pour essayer d'en déduire un prix. Et lorsqu'on double-clique sur nos petites fonctions, nos petites bulles, eh bien, on peut voir comme ça, notre dataset. Alors là, on peut voir par exemple, MEDV, c'est sur l'axe Y et MEDV, c'est median value, c'est la target, la cible qui nous intéresse, la valeur qu'on cherche à prédire, c'est-à-dire la valeur d'un appartement médiane dans un quartier. Heu, alors, les prix sont relativement faibles, ils vont de 10 000 jusqu'à 50 000 $. Alors, vous vous diriez peut-être: «Comment ça? Une maison à 50 000 $, ou même moins?» La moyenne, elle doit être aux alentours des, voilà, des 25 000, voilà. Vous allez me dire: «Mais c'est bizarre, non? Il y a une erreur là-dedans». Eh bien non, tout est normal. En fait, il s'agit en effet d'un dataset, comme je vous le disais, qui date d'il y a 40 voire 50 ans et en fait, il y a 40 ou 50 ans, l'immobilier à Boston, eh bien, ça valait réellement, 25 000, 30 000 $, voilà, un appartement ou une maison à Boston. Voilà, aujourd'hui, les temps ont changé. Donc, attendez, je ne vais pas tout de suite fermer ça, on va le rouvrir et là, ce qu'on peut visualiser, c'est par exemple, bah, la criminalité en fonction de, non, le prix des appartements en fonction de la criminalité dans le quartier. Donc voilà, sans grande surprise, on constate que lorsque la criminalité est élevée, voilà, tout ce qui est au-dessus de 40, c'est une criminalité élevée, peut-être même au-dessus de 20, eh bien forcément, les appartements ne coûtent pas très cher. Voilà, les propriétés ne sont pas chères. À l'inverse, là où on trouve, des propriétés très, chères, eh bien c'est toujours dans les zones à très faible criminalité. Voilà, on peut, comme ça visualiser des choses très intéressantes. Ce qu'on peut également faire, vous voyez, c'est, hem bien sûr, mais comme dans Excel, comme dans tout outil de visualisation, c'est, par exemple, choisir de colorier nos points en fonction d'une certaine variable. Par exemple, hem, PT ratio. PT ratio, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est, je vous le dis parce que je m'en rappelle, comme je vous le disais, j'ai analysé ce dataset il n'y a pas très longtemps avec ma communauté. On s'était amusé en live à faire tout ça ensemble. Hem PT ratio, c'est le rapport
des profs élèves dans un quartier. Donc voilà, combien de professeurs ou combien d'élèves y a-t-il par professeur dans les classes d'un quartier? Et ça va de 12 élèves par professeur jusqu'à 21. Et voilà, on peut comme ça identifier des choses intéressantes et regarder nos différentes variables. Par exemple, est-ce que on verrait un rapport entre les, le taux d'éducation, façon de parler, même si c'est pas exactement ça, et Elstat, qui est en fait, le nombre de personnes en situation précaire dans un quartier? Pas vraiment. Quoique, on remarque non, pas vraiment, mais voilà, on peut commencer à visualiser nos données, grâce aux outils qu'on a là. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, même si j'adorerais, j'adorerais, mais ça nous avait pris plusieurs heures sur, sur stream, sur Twitch, quand on faisait notre stream avec la communauté. Mais là, il nous reste que quelques minutes, donc il faut que je passe à la suite. Donc voilà, on peut visualiser nos données, on a plein d'outils pour ça. On peut faire, si vous voulez, par exemple, des histogrammes très importants en data science ou en statistique, de toujours visualiser vos données à l'aide d'histogrammes. Par exemple, voici donc comment sont réparties les valeurs des appartements à Boston. Voilà, les valeurs en 10 donc en thousands, donc 20,000. Désolé, en 10 millième, en milliers. Vous voyez, j'ai un petit peu de mal avec le français des fois. Ça m'a un petit peu égaré de vivre en Angleterre. Donc les histogrammes, très utiles, et là, vous pouvez analyser toutes vos répartitions. Également les box plots, voilà, on a des choses très classiques sur lesquelles une box plot, c'est un outil extrêmement utile. Et vous avez vu, on n'a pas eu besoin de coder, on n'a pas eu besoin de faire des choses très sophistiquées pour ça, c'est vraiment simple. Ça vulgarise vraiment, ça démocratise vraiment l'analyse de données pour les gens qui ne sauraient pas coder. Bien sûr, c'est quand même limité, mais en quelques clics, pouf, on peut voir une variable comme dis, DIS, qui, si je me rappelle, est en fait la distance moyenne entre les appartements et les centres d'offres d'emploi de la ville. Eh bien, on peut voir ici donc les box plots, c'est-à-dire qu'au milieu, là, on voit la moyenne, 3,79 miles, ce sont des kilomètres en anglais. Enfin, ce n'est pas exactement des kilomètres, mais c'est la distance pour le système anglo-saxon. Ici, on a l'écart type. Et ici, on a la médiane, donc la médiane est de 3,2, le minimum, le maximum, et ici, on a la zone avec premier quartile et enfin les différents quartiles. Voilà, donc les box plots, très utiles également. Et on a des diagrammes beaucoup plus poussés même, hein. On en a ici, par exemple, le Mosaic Display. Alors, je ne vais pas rentrer dans une explication éducative de ce que représente cette chose, parce que ça prend pas mal de temps. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, vous prenez vos différentes variables. Alors, on va peut-être en prendre, on va en prendre 2. Donc, CHAS et criminalité, voilà. Donc ici, vous avez une variable CHAS qui est binaire, soit elle est égale à 0, soit elle est égale à 1. Donc, vous avez 2 colonnes. Donc, CHAS, qu'est-ce qu'elle représente? Encore une fois, je vous le dis puisque enfin, il faut avoir analysé le dataset avant. Ça représente en fait le fait qu'un appartement soit le long du fleuve Charles, voilà, c'est un des fleuves qui traverse Boston, ou non. Donc, quand un appartement est le long du fleuve Charles, il est dans cette colonne. Quand il ne l'est pas, il est dans cette colonne. Donc, on voit bien sûr qu'il y a beaucoup plus d'appartements ou de propriétés qui ne sont pas le long du fleuve Charles. Voilà, c'est quand même une minorité d'appartements qui sont toujours le long d'un fleuve dans une ville. Donc, on a très peu de choses dans cette colonne. Et de la même manière, ici, criminalité, bah, là, la criminalité, elle est découpée en 3 segments. Et les couleurs, eh bien, représentent votre target, c'est-à-dire elles représentent les prix des appartements, donc découpés en 4 catégories, encore une fois. Les prix les moins élevés sont en bleu. Donc voilà, vous avez beaucoup de propriétés qui sont peu chères lorsque vous n'êtes pas dans le fleuve Charles et lorsque la criminalité est assez élevée. Voilà. Et à l'inverse, vous avez des propriétés très chères lorsque vous êtes sur la rive du fleuve Charles et que la criminalité est très faible. Voilà, donc encore un outil très sympathique. Allez, pour finir cette petite analyse, eh bien, on va développer ensemble un modèle de machine learning. Alors, je ne vais pas le faire dans les règles de l'art.
puisqu'en principe, il faut toujours, au préalable, découper votre dataset en 2 parties. Une partie réservée à l'apprentissage de la machine et une partie réservée au test de la machine. Sinon, c'est trop facile. On ne peut pas évaluer la machine sur des données qu'elle n'aura pas apprises, voilà, et c'est ce qu'on veut faire, hein. On cherche toujours à évaluer la machine sur des données qu'elle n'aurait jamais vues, comme quand vous étiez à l'UTC, si vous y êtes toujours pour certains, on ne sait jamais. Hem et bien, lorsque vous avez un partiel, il y a toujours forcément des questions, qui concernent pas le cours, hein, parce que sinon ça serait trop simple. Voilà, et bien, c'est la même chose. Donc en principe, on divise toujours le dataset en 2 parties, mais cette fois-ci, je ne vais pas prendre le temps de le faire parce qu'on est un petit peu ric-rac. Je vais tout simplement prendre nos données, hop, les donner à un modèle de linear regression, voilà, un modèle de régression linéaire, mais vous savez quoi? Eh ben oui, on peut choisir Ridge ou Lasso, ou même un troisième ElasticNet. Au début de la conférence, je vous avais parlé d'un modèle Ridge, d'un modèle Lasso, qui sont des modèles un petit peu plus élaborés qu'une simple régression linéaire. Eh bien voilà, je vais créer peut-être, vous savez quoi, 3 versions de ma régression linéaire. Une qui va ne pas utiliser de régularisation, c'est-à-dire être une régression linéaire classique, une autre qui va utiliser une régression de Ridge, et une troisième qui va utiliser une régression de Lasso. Et on va les renommer Lasso, juste pour leur donner un petit nom, vous allez comprendre pourquoi. Ridge et linreg, voilà, pour linear regression. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va, une fois que ces modèles auront été entraînés, on va les évaluer avec un test and score. Donc on va mettre nos modèles ou la sortie de nos modèles dans cette petite bulle, dans laquelle on va également donner des données pour que des données à tester. Et il va s'agir donc de nos données d'apprentissage. Et voilà, ici, on a un bilan de la performance de nos 3 modèles, Ridge, Linear Regression et Lasso. Vous avez donc un tableau avec plusieurs colonnes. Heu, ne vous inquiétez pas sur la signification de toutes ces valeurs, de toutes ces colonnes. Peut-être qu'il y en a une qui vous parle énormément, c'est le R2, le coefficient de détermination, le fameux R2 dont on parle toujours lorsqu'on fait des régressions linéaires. Et vous le savez peut-être, plus le R2 est élevé, eh bien, plus il est proche de 1, meilleure est notre régression linéaire. Et bien voilà, là, vous pouvez voir que linear regression est, dans ce cas présent, sur les données d'apprentissage, meilleure que les 2 autres modèles. Et voilà, c'est la fin de notre petite démonstration. Après, tout ce qui reste à faire, c'est, vous amuser avec cet outil. Comme vous le voyez, il reste, beaucoup d'autres choses. On a aussi des techniques d'apprentissage non supervisées. On peut faire de l'analyse d'images, on peut travailler sur des time series, on peut faire du text mining, et il y a même quelqu'un de notre communauté qui a utilisé récemment, puisqu'il est chimiste, il a utilisé, les fonctions de spectroscopie. Voilà. Eh bien, j'espère que ça vous a plu, et moi, je reste disponible pour vos questions. Il nous reste quelques minutes. Moi, je suis, encore disponible, un peu plus loin que l'heure qui était prévue de base, vous en faites pas. Donc je suis là. Oui, alors n'hésitez pas si vous avez des questions. Ah, là, il y a une question de Najib. Que préconisez-vous pour débuter en Python de zéro? Hem, pour débuter en Python de zéro, eh bien, apprenez le Python tout simplement, mais apprenez-le de façon très simple. Il n'y a pas forcément de réponse universelle, ça dépend de ce que vous aimez. Est-ce que vous aimez les livres? Parce qu'il existe des livres qui vous forment à Python. Heu, mais bon, ces livres sont payants, très souvent. Vous pouvez trouver des e-books gratuitement sur internet. Heu, et après, quel est votre objectif? Si vous voulez simplement découvrir, le Python comme ça, et que vous avez le temps, que vous ne cherchez pas forcément à obtenir un travail dans la prochaine année, un travail de développeur en Python,
bien apprenez sur YouTube. C'est gratuit, c'est très bien. Il y a beaucoup de chaînes, notamment la mienne, mais il y a des chaînes en anglais qui sont excellentes. Il y a des chaînes en français qui sont excellentes. Donc là, vous avez le lien de ma chaîne, hein, c'est pour ça que j'ai remis ce slide. Et vous avez également quand même des sites internet de formation en ligne qui vous proposent des cours. Notamment, il existe Udemy, mais je ne les recommande pas. C'est bien les seuls. Heu, Coursera sont très bons, Udacity sont très bons. Vous trouvez plein d'endroits. Mais pour au-delà de simplement le matériel d'apprentissage, je vous conseille de pratiquer dès le début. Voilà. À peine vous commencez votre apprentissage, dès que vous aurez vu les boucles for, les boucles while, les deux, trois, euh, deux, trois fonctions, deux, trois exercices, eh bien, pratiquez. Essayez vous-même de faire des choses avec Python. Et c'est pour ça notamment que dans mes vidéos YouTube, dans ma série, à la fin de chaque vidéo, je donne un exercice qui est corrigé la fois suivante, mais c'est très important de pratiquer. Alors, surtout si vous voulez, vous pouvez ouvrir votre micro et parler si vous ne voulez pas écrire. Est-ce qu'il y a un tuto détaillé pour Orange? Oui, sur leur chaîne YouTube. Ils ont fait une série de tutoriels. Alors, c'est en anglais, mais je crois que c'est assez bien. Je dis je crois parce que je ne l'avais pas vu en entier. Parce que bon, c'est pas une compétence qui m'intéresse énormément à avoir, Orange. Ça va, je sais développer en Python et dans d'autres langages. Mais j'avais cru voir, j'en avais quand même vu quelques-unes, ce sont des bons tutoriels. Je prévois également d'en faire sur ma chaîne YouTube en français, qui seront complémentaires à ceux de la chaîne de Orange. Voilà, j'essaie toujours d'être complémentaire et de proposer quelque chose d'unique, voilà, qui ne soit, voilà, pour apporter plus de valeur aux gens, pas qu'ils revoient quelque chose qu'ils ont déjà vu, mais aussi pour offrir quelque chose qu'ils trouveront nulle part ailleurs. Alors, quelles sont les limites de l'outil Orange? Ça, c'est une bonne question. Déjà, personnellement, alors pour l'analyse de données, le data mining, ce genre de choses, moi, j'utilise énormément, enfin l'outil que la plupart des data scientists sur Python utilisent, c'est Panda. C'est une librairie qui a été elle est open source, hein. Tout est open source en Python, hein. Tout est gratuit, tout est open source. C'est une librairie qui avait été développée, je crois, dans les années 2011-2012 par l'industrie de la finance pour analyser de façon beaucoup plus poussée les données en série temporelle. Mais on s'en sert pour analyser n'importe quel. Ça remplace totalement Excel. Et à mon sens, c'est. Enfin, moi, pour moi, personnellement, je préfère nettement Panda que Excel. C'est clair, c'est précis et c'est très simple. C'est très, très simple. Et en plus, vous ne dépendez pas. En plus, Excel est payant, mais vous dépendez toujours de certaines fonctions ou de choses très obscures et tout, etc. Donc, les limites d'Orange vont être. Je vais les comparer par rapport à Panda, forcément. Bien, Orange, le problème, c'est que on ne peut pas tracer tous les graphiques qu'on veut, on ne peut pas apporter la résolution qu'on veut, on ne peut pas afficher, on ne peut pas développer tous les modèles qu'on désirerait. Voilà, on est quand même limité dans les choix qu'on peut faire. Ouais. Et puis, bon, ça reste un outil pédagogique et de découverte. C'est un outil qui peut être bien si vous voulez créer un dashboard et visualiser des choses. Explorer, voilà, explorer des choses très rapidement sans avoir à coder. Mais à partir du moment où vous voulez produire un logiciel, non, on ne peut pas faire ça avec Orange. Voilà. C'est un outil d'exploration, de data mining. Pas vraiment de data science, mais de data mining. Là, je me comprends en disant ça, j'espère que vous aussi, il y a une petite différence entre les deux. Cette différence, c'est pas moi qui l'ai écrite dans le marbre. D'ailleurs, personne ne l'a écrite dans le marbre. Tout le monde a sa petite définition de ces termes-là. Orange est très intéressant. Peut-on générer du code à partir des blocs comme MATLAB? Oui, on le peut.
Non, 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 petit doute. Non, 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 je devrais pas être aussi catégorique. Excusez-moi. Parce que là, on a Python script, donc on peut importer un script Python, mais est-ce qu'on peut non, là, ça, c'est pour mettre un script Python là que l'on tape dans Orange, mais est-ce qu'on peut sauver nos données? Ah, c'est une bonne question. Bonne question, je ne sais pas. Elle m'intéresse beaucoup, je me renseignerai à ce sujet. Hem, Ensuite, excellente présentation, très didactique, bravo. Eh bien, merci Julien Gauthier. Merci Guillaume pour ce webinaire, très bien, merci à vous. Merci pour cette belle synthèse, merci. Penses-tu que l'on va vers une standardisation de tous ces outils? Une simple brique à mettre en place en limitant les devs? Alors, je ne peux pas prédire le futur, je ne suis pas Nostradamus. Heu, il existe des outils aujourd'hui, notamment AutoML, voilà, que l'on retrouve dans beaucoup de plateformes cloud. Voilà, c'est offert par, des entreprises comme Amazon pour leur, Amazon Web Services ou bien sur Google Cloud Platform. Il existe donc des outils comme ça qui permettent automatiquement de trouver le meilleur modèle, de l'optimiser, et cetera, et cetera. Maintenant, ces outils restent, quand même comment dire? Ils sont là, pour aider les data scientists, mais non pas les remplacer, d'une part. D'une autre part, ces outils ne sont pas capables de résoudre n'importe quel problème. Ils sont très efficaces sur les données structurées, premièrement, mais ils ne sont pas très performants pour le traitement du langage naturel, la vision par ordinateur, la robotique. Non, pour ce genre de problème, eh bien, il faut toujours se gratter la tête, nous, les êtres humains. Et c'est bien normal parce que si, en effet, tout était, résolvable ou soluble, d'un claquement de doigts, bah, voilà, on n'aurait plus de problème dans notre société, hein. Mais non, ça fonctionne pas comme ça. Mais je ne suis pas devin, je ne peux pas prédire le futur, mais ça ne limitera sûrement pas l'importance d'avoir des compétences en statistique et en machine learning dans les prochaines années, quel que soit le corps de métier. Comment situer Power BI par rapport à Panda? Oula, alors ça, c'est ça, c'est un long sujet. D'ailleurs, la question est un petit peu vague. Je ne dis pas qu'elle est mauvaise, c'est une bonne question, mais comment situer? Eh ben, on peut comparer les 2 de plein de façons différentes. Je ne saurais pas vraiment, comment dire, mais oui, je saurais non, en fait, je sais pas quoi vous répondre là, pour le coup, parce que juste déjà, enfin, non, je ne sais pas quoi répondre. Vraiment, je ne sais pas quoi répondre. Moi, j'utilise Pandas parce que c'est open source, c'est très utilisé, c'est très puissant. Maintenant, dans quel cas on va utiliser l'un plutôt que le je ne sais pas. Je ne sais pas quoi répondre. Alors, ma question est liée au développement du quantique. Heu, on aura la célérité des modèles de comportement correspondant rapidement. Qu'en penses-tu? Merci pour tes réponses. Alors, je ne suis pas expert en mécanique quantique, si c'est de ça, dont là vous voulez parler. Hem, ah non, c'est la même personne qui a parlé de oui, oui, c'est la même personne qui a Oui, parlé oui, de je pense que c'est la suite de sa question oui, juste avant. mais Mm. quel est le je ne comprends pas la question, en fait, avec le quantique. On aura la sérénité des modèles de comportement correspondant rapidement. Qu'en penses-tu? Bah, déjà, je ne suis pas un expert, dans ce domaine-là. Moi, mon expertise, le machine learning et le deep learning appliqués aux solutions industrielles. En tout cas, c'est là-dedans que je me suis, grandi depuis, mon diplôme en 2016. Donc je ne saurais pas vraiment je n'aime pas forcément dire des choses définitives sur, des choses que je ne maîtrise pas. Voilà. Il faut savoir où s'arrêtent nos domaines d'expertise et moi je ne suis pas expert là-dedans. Maintenant, quand même
voilà, c'est une forme d'humilité aussi. Voilà, je suis pas, voilà. Maintenant, bon, je m'intéresse quand même un petit peu à tout ça, de plus ou moins loin, quoi. D'une manière générale, la mécanique quantique, bon, de ce que je comprends, c'est pas comme si demain on aurait, quand même, enfin demain, même dans je dis demain, mais dans les 5 prochaines années, voire les 10 prochaines années, quand je le vois, quand je lis ce que certains scientifiques écrivent là-dessus, et plutôt des scientifiques de référence dans le domaine, je me dis que c'est pas pour tout de suite. Encore une fois, je ne suis pas devin, mais je ne fais que lire ce que certains référents dans le domaine écrivent eux-mêmes. Donc, bon, on n'est pas prêt d'avoir quelque chose qui tourne comme ça. Faut-il maîtriser PyTorch et TensorFlow ou bien faire un choix? Bah, on peut apprendre les deux. Il y a aucun problème. TensorFlow et là, il y a vraiment 2 écoles et je ne saurais vraiment prendre une position. Il y en a qui adorent PyTorch, il y en a d'autres qui adorent TensorFlow. Donc pour ceux qui ne sauraient pas, PyTorch et TensorFlow sont des frameworks, c'est-à-dire si vous voulez, des interfaces, des librairies, pour faire simple, des librairies qui permettent de développer des modèles de deep learning, donc des réseaux de neurones. C'est ce qu'on retrouve dans la vision par ordinateur, ou bien les outils d'analyse de sentiments, de traitement du langage naturel, etc. Euh, de rien, Navib. Merci beaucoup. Et alors, TensorFlow a été développé par Google, PyTorch a été développé par Facebook. Les deux sont très bons. PyTorch aujourd'hui est un petit peu plus simple pour ceux qui maîtrisent déjà bien Python. Voilà, les gens qui sont très bons en Python préfèrent PyTorch, ils trouvent que c'est plus Python-esque. Voilà. Et Google TensorFlow est un petit peu est un petit peu différent. Maintenant, les deux se valent. Il faut savoir que TensorFlow est un petit peu plus utilisé dans les entreprises et PyTorch est un petit peu plus utilisé dans la recherche. Voilà. Alors, y a-t-il d'autres questions avant la fin de cette conférence? Alors, il y a un replay, oui. Maintenant, je ne sais pas s'il sera sur Machine Learning. Je pourrais peut-être le mettre sur ma chaîne YouTube aussi. Ça dépendra de ce que si l'UTC le veulent. Oui, ça, je vais voir avec le responsable de, de l'UTC à l'UMI pour savoir si c'est possible. Hmm. Je ne saurais pas dire tout de suite. Quelles applications concrètes du machine learning peut-on trouver dans le secteur de l'aéronautique? Alors, il y en a tout plein. C'est vrai que j'aurais pu en présenter quelques-unes. J'en ai présenté quand même une ou deux au niveau de la production. En production, on a partout des machines. Les machines collectent énormément de données. Alors, à la fois des données sur nos machines, mais aussi sur nos produits, sur nos processus. Et toutes ces données, eh bien, on peut les analyser pour développer des modèles prédictifs qui vont détecter des anomalies, ou bien qui vont optimiser des groupes avec du clustering, ou bien qui vont détecter, qui vont faire des problèmes de classification, en classant si un produit est défectueux ou non. Ce genre de choses. Il y a énormément d'applications en production, et il y en a tout autant en technologie, c'est-à-dire dans les produits qu'on développe. Même si c'est un milieu régulé, voilà, alors comme plein de milieux, mais l'aérospatial est extrêmement régulé, voilà, parce que quand vous avez une voiture qui fait un accident, personne n'en parle. Par contre, quand vous avez un avion qui s'écrase, là, c'est la panique pendant des mois et des années. Euh, il n'empêche que, par exemple, je peux vous citer une chose, puisque c'est bien sûr confidentiel, mais pas ce que je vais vous dire, puisque c'est un brevet, donc un brevet c'est public. Par exemple, un des projets sur lesquels j'ai travaillé, et j'étais le responsable de ce projet, c'était de développer un détecteur de glace optique que l'on positionne sur la structure d'un appareil, ça peut être les ailes ou un autre endroit, et lorsque de la glace se forme sur la structure, pendant que l'appareil est en service, eh bien, un laser qui est émis par notre système
est reflété par la glace en train d'être formée, et il est reflété, et le signal reflété est perçu par quelques dizaines de photodiodes. C'est comme ça qu'on dit en français, hein, photodiodes, photodiodes, voilà, des capteurs, des capteurs, des photodiodes. Je ne sais pas comment on dit en français, mais ça doit être ça. Et on utilise un modèle statistique donc, qui a été développé. Alors, bon, non, ce n'est pas tellement un modèle statistique parce que c'est carrément du deep learning qu'on utilise pour justement. C'est un problème de régression, donc, pour non seulement classer, donc, classification pour le coup, classer la catégorie d'ice, de glace, j'allais dire ice, glace qui se forme sur notre appareil, mais également c'est un problème de régression parce qu'on cherche à prédire l'épaisseur de la glace qui est en train de se former. Donc voilà, il y a tout plein d'applications. Maintenant, ces applications ne sont pas forcément toutes qualifiables. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Certifiables, voilà, parce qu'il y a des régulations, il y a des besoins d'interprétabilité, etc., qu'on doit retrouver dans l'aérospatial. Donc, c'est des fois un petit peu limité, mais il en reste, il n'empêche qu'on a quand même beaucoup d'applications. C'est vous les sons de Pitot? Non. Alors, je vais peut-être encore rester. Allez, je vais encore répondre à 2 questions. Parce qu'à 19h15. Ah oh oui, je dis 19h15, non, parce que moi, à Londres, il y a 1 heure de décalage. À 15, je vais peut-être vous laisser, vous souhaiter une bonne soirée. Donc, y a-t-il pour toi, qui est bien intégré dans le domaine, de nouvelles librairies qui sont en cours de développement, que tu attends avec impatience ou qui viennent d'être publiées et sur lesquelles tu te fais la main? Des librairies, non. Non. Des nouvelles librairies là, qui viendraient d'arriver. Alors, bah, peut-être qu'il y en a, hein, mais là, moi, ce que je suis avec attention, c'est les nouvelles versions qui sortent à chaque fois sur PyTorch et TensorFlow. Les librairies, elles sont déjà toutes plus ou moins là. Il y a des langages qui peuvent être intéressants pour le futur, à l'avenir. Par exemple, le Go, le langage Go, qui est développé par Google, qui peut être très intéressant, sur lequel j'ai un petit œil. Sinon, c'est pas tellement des librairies, mais c'est plutôt des articles scientifiques que je lis dans mon temps libre, lorsque j'ai du temps libre, parce qu'avec YouTube et mon site internet, et aider gratuitement la communauté, ça prend beaucoup de temps libre. Mais lorsque j'ai du temps, bah, j'essaie de lire à chaque fois sur les nouveaux articles scientifiques qui sont parus sur des nouvelles techniques de deep learning en général. C'est du deep learning. Donc, quand je lis un article, ça veut dire ça prend longtemps de lire un article parce qu'en général, d'abord, il y a une première lecture, puis ensuite, il y a une lecture avec un crayon, et ensuite, il y a une lecture dans laquelle j'essaye, quand c'est possible, de refaire moi-même l'expérience de ce qui a été fait, mais ce n'est pas toujours possible, déjà, d'une part, parce que des fois, il n'y a pas l'expérience à effectuer, mais aussi, d'autre part, parfois, parce que sur mon ordinateur personnel, je n'ai pas. Alors, j'ai une bonne machine, mais je n'ai pas nécessairement la puissance de malade, ce qui façon de parler, qu'il me faudrait pour réaliser, pour reproduire certaines expériences que je vois dans des articles. Voilà. Eh bien, j'espère que ça vous a plu. Vous êtes encore 22. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. N'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne YouTube et à rejoindre notre communauté. Nous sommes sur Discord, c'est un réseau social libre, un réseau social qui n'est pas contrôlé par Facebook ou ce genre de choses, donc dans lequel il y a une communauté de gens qui sont tous data scientists, soit étudiants, soit professionnels. On a des ingénieurs en machine learning, en deep learning, il y a des gens qui font vraiment des choses brillantes sur la communauté, et vous pouvez rejoindre la communauté pour poser des questions et, et apprendre tous ensemble, parce que c'est, à mon avis, une des choses les plus importantes lorsqu'on veut s'améliorer dans un domaine, c'est de faire partie d'une communauté. Au-delà des livres qu'on peut acheter, des formations qu'on peut suivre, des expériences, des projets que l'on peut faire
faire partie d'une communauté, c'est ultra important et c'est gratuit. C'est gratuit. En tout cas chez nous. Donc voilà, vous êtes les bienvenus.